Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission, L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, d'alchimistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Alors avec eux, pensons et rendons les utopies concrètes, renouons avec des idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la lumière, à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. When the truth is found to be Je suis Yannick Leguerne, vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Patrick Vizier. Bonjour Patrick. Bonjour Yannick. Alors vous êtes entrepreneur, homme de marketing, créateur de nouveaux systèmes de mesure pour apprendre à mieux se connaître. Mais avant de parler de ça, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Je ne répondrai pas à ce que aurait dit Pierre Dac dans ce cas-là. Si, allez-y. Pierre Dac disait, si on me demande qui es-tu, que fais-tu, où vas-tu, je dirais, je suis moi, je viens de chez moi et je retourne chez moi. C'est pas mal. Alors, qui est ce soi ou ce moi ? D'où venez-vous ? Patrick Vizier, j'ai 65 ans. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans parce que je ne supportais plus d'aller à l'école. Parce qu'il n'y avait plus cohérence entre ce que me disaient les profs et ce que je voulais faire de ma vie. Et vous vouliez faire quoi déjà ? Je savais ce que je ne voulais pas faire. Alors, c'est-à-dire entre autres, à l'époque, avec les classiques et les modernes, et pour les classiques, je ne me voyais pas être prof. Donc je dis, il faut que je travaille. Et alors, vous avez commencé par faire quoi ? Garçon de café, garçon de restaurant, pendant 4 ans. J'ai beaucoup appris en psychologie. Qu'est-ce qu'on apprend justement sur l'homme avec un grand H dans ce métier ? On apprend le rapport que les gens peuvent avoir à l'argent, le rapport que les gens peuvent avoir à la jeunesse. Et ça parle aussi bien au niveau des clients que des équipes dans lesquelles vous travaillez. J'ai commencé à travailler dans des grands hôtels et dans le premier casino de France à l'époque. Et c'est étonnant tout ce que j'ai vu. Vous avez vu quoi ? J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, des gens qui le dépensaient ostensiblement, d'autres personnes qui achetaient leur hypocrisie. Par exemple, un émir qui se faisait servir du whisky dans une théière. J'ai vu plein de choses comme ça, et c'est extraordinaire comme leçon de vie. J'ai appris à travailler avec des gens qui avaient presque l'âge que j'ai maintenant, et qui vous considèrent comme un jeune con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Des gens qui cherchent à vous... Il faudrait définir ce que c'est un jeune con. C'est à partir du moment où vous n'êtes pas conforme, vous passez pour être un jeune con. Or, je pense que l'essence même d'un individu, c'est sa différence. Et c'est le grand combat qu'il mène contre la société étant normalisatrice, alors que l'essence d'un individu, c'est sa différence. Et donc ce besoin, très tôt, de ne pas être conforme ou de ne pas s'inscrire dans une norme. De ne pas arriver à m'y inscrire et ne pas en avoir l'envie non plus. Alors qu'est-ce que vous découvrez sur vous pendant ces premières années de travail ? Et que je suis capable de travailler comme une bête. J'ai travaillé jusqu'à 16, 17, 18 heures par jour. Et j'étais capable de continuer. Et à l'époque, c'était 7 jours sur 7.
Et oui, en saison, on faisait 7 jours sur 7. Les lois sociales n'étaient pas tout à fait les mêmes. Les charges sociales non plus, puisqu'il devait y avoir 13,5% de charges sociales. Sur les bulletins de paye, c'était très intéressant. Et puis, j'ai découvert que quand je voulais quelque chose, je ne lâchais pas, et que plus on me disait des choses négatives, que je n'allais pas y arriver, plus j'avais envie d'y arriver. Et ça, c'est un des grands moteurs toute ma vie. Non conforme, rebelle en plus, révolutionnaire. Non, parce que Rebelle plus. je voulais m'adapter au système, mais sans me laisser détruire par le système. Alors, comment je présume, vous arrêtez ce métier? Quand? Comment? Quel est le... J'arrête après mon service militaire parce que je n'ai plus envie de faire ce métier-là. On n'est pas loin de mes 68. Et je découvre un métier extraordinaire, deuxième métier, dans lequel on peut faire plein de choses et gagner beaucoup d'argent, même quand on n'a pas fait beaucoup d'études, c'est la vente. Alors, vous devenez vendeur. Je deviens vendeur, et alors là, Comment, où ça, et vous vendez quoi? J'ai commencé par vendre des assurances vie. Ça n'a pas été le pied. Mais Pour un rebelle, c'est... il fallait gagner sa vie, il fallait bouffer. Et je ne voulais plus travailler dans la restauration. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, j'ai vendu une encyclopédie de la sexualité en 5 volumes. Et là, j'ai compris la vente. En porte-à-porte? En porte-à-porte. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Les techniques? Alors, au départ, on avait des lettres de recommandation de ministres, de religieux, parce que c'était vouloir expliquer la sexualité. Bien sûr, les gens disaient, mais mon petit gars, c'est moi qui vais en apprendre, j'ai pas besoin de bouquins comme ça. Et là, j'ai eu l'intuition marketing, j'ai cassé mon bouquin de présentation, c'était un volume de présentation, là où il y avait des photos un peu chaudes. Je vous rappelle, c'était juste après 68. Et là où il y avait des photos un peu chaudes, là où il y avait des estampes japonaises, et j'ai commencé à montrer ça aux gens en disant, il va être bientôt interdit. Et là, je ne savais pas que Keynes avait dit que c'est la rareté d'un bien qui fait son prix, et que Freud avait rajouté que c'est interdit qui crée le désir. Mais en l'occurrence, ça les a fait acheter. Et oui, c'est ça la vente. C'est mentir aux gens? Non. Non, c'est trouver les techniques. C'est leur présenter les choses d'une manière qui leur donne envie de l'acheter. Alors, vous faites ça pendant combien de temps? Pas longtemps, une petite année. Et puis, j'en ai marre de vendre aux particuliers, je commence à vendre aux entreprises. Toujours les encyclopédies sur la sexualité? Non, c'était fini l'encyclopédie de la sexualité. Non, j'avais envie de vendre aux entreprises parce que des marchés particuliers, ça ne me plaisait pas. Parce qu'effectivement, il y avait... Quand vous maîtrisez bien, ça devient presque trop facile. Et donc, j'ai voulu aller vendre aux entreprises. Et j'ai vendu aux entreprises, j'ai vendu de l'imprimerie, j'ai vendu de la photocopie. Et puis un jour, je suis tombé, alors vous étiez pas né à l'époque, 73, vous n'étiez pas né? Non, pas tout à fait, non. C'était encore le plein emploi. Et il y avait pas connu non en plus. France 850 000 chômeurs conjoncturels. On ne trouvait personne. Le Figaro, l'Aurore, François avait 4-5 pages de petites annonces tous les jours, qui changeaient tous les jours. Ça vous fait rêver, hein? Et il y avait 1045 boîtes d'intérim en région parisienne. Et je suis tombé dans une entreprise qui avait eu une idée géniale, qui avait trouvé aux États-Unis, qui vendait des annuaires de curriculum vitae, constamment remis à jour, ventilés par catégorie professionnelle, et on vendait ça comme le résultat d'une petite annonce avant même qu'elle ne soit passée. Et pour le prix d'une petite annonce. Le produit était génial. Et pourtant, on souffrait. Et pourquoi on souffrait? Parce qu'en 1973, il y avait en France, péniblement, 7 millions de lignes téléphoniques. Et il fallait démarcher les entreprises physiquement. Et là, vous aviez des cerbères, qui pouvaient être des standardistes fort gentils, des huissiers. Et chaque fois qu'on disait « c'est pour présenter un outil de recrutement », la fille téléphonait au chef du personnel et disait « ah, c'est un monsieur qui est là pour du personnel ». Et bien sûr, les gens ne voulaient pas nous rencontrer parce qu'ils croyaient qu'on était une boîte d'intérim. Et là, j'ai eu la chance. J'ai posé la question en disant, mais comment on fait pour rencontrer votre directeur, votre chef du personnel? Ah ben, il faut prendre rendez-vous. Et comment on prend rendez-vous? Ben, il faut lui téléphoner. Alors, je prenais son téléphone, je prenais son nom. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que ma petite amie de l'époque était fille d'un installateur téléphonique. Et elle avait le téléphone à la maison. Deuxième coup de chance, je suis bon naturellement au téléphone.
C'est-à-dire que quand je parle au téléphone, c'est comme si j'avais la personne en face et je sais comment elle fonctionne. C'est parfait. Et donc, j'ai eu plein de rendez-vous. Et comme pour vendre, il faut d'abord être reçu, j'étais reçu et comme je connaissais bien mon produit, j'ai vendu. Et résultat, au bout de 4 mois, sur 12 vendeurs, je faisais 34% du chiffre d'affaires. Et là, il y a mon patron qui n'a pas compris. Mon patron, il n'a pas compris, il s'est dit, mais qui c'est? Alors, le directeur commercial, j'ai des rapports très distants avec lui. Mais comment tu fais? Il m'a dit, explique-moi. J'ai dit, écoute, ton directeur commercial, il ne veut pas que les vendeurs y téléphonent. Il y avait un seul téléphone dans la salle des vendeurs. Il dit qu'on reconnaît un vendeur à la qualité de ses semelles. Mais oui. Moi, je téléphone et tu vois, j'ai plus de rendez-vous que les autres. Et résultat, ça marche mieux. Plus de taux de transformation. J'ai un taux de transformation qui était monstrueux. Puisque pour vendre, il faut être reçu. Moi, je me suis vu sur certaines journées, sur 4 rendez-vous, faire 4 ventes. C'était le bonheur. Vous rentriez dans la boîte, vous arriviez avec vos bons de commande, vous aviez vos chèques, vous étiez le roi dans la boîte. Et en discutant avec le patron, on s'est dit, est-ce qu'on peut former des vendeurs? Mais il y avait beaucoup de vendeurs un peu âgés qui n'étaient pas allés au téléphone, qui étaient très forts dans le contact physique, mais pas au téléphone. Et on a fini par créer un petit service de prospection téléphonique. Oui, 73. Avec les bases du marketing direct. Oui, Créateur du marketing direct. Et voilà, ça a été comme ça que je suis arrivé dans le marketing direct. Il avait fallu créer un fichier qui est un fichier par numéro de téléphone pour qu'on ne téléphone pas aux mêmes annonces tous les jours. Et donc, on prenait des rendez-vous pour les vendeurs avec ce service. Moi, je continuais à vendre, mais je m'occupais également du service. Et comme par hasard, le chiffre d'affaires de la société a augmenté. Mais arrive le choc pétrolier de 1974. Et là, les boîtes se mettent à débaucher, donc on n'a plus rien à faire. Et en cherchant du boulot, j'ai rencontré quelqu'un auquel j'ai raconté cette histoire que je venais de vivre, et qui a dit, mais j'ai un associé qui monte une boîte de leasing informatique, et à qui ça devrait plaire, parce qu'il n'est pas très à l'aise au téléphone. C'était un ancien d'une grande compagnie, IBM en l'occurrence, qui effectivement n'était pas très à l'aise au téléphone, et je vais créer un service de marketing téléphonique. Et j'ai commencé à me vendre avec ça, et de fil en aiguille, j'ai fini par créer ma première entreprise. Alors j'avais créé, donc je savais faire du télémarketing. Sur les conseils qu'il m'avait donnés, il m'avait dit, jamais tu y arriveras parce que tu n'as pas monté un cours. J'ai monté un cours de téléphone. Ce cours de téléphone, quand j'ai expliqué chez Ronéo comment je faisais pour former les gens, ils m'ont dit, mais est-ce que vous vendez la formation? Je ne savais pas qu'on pouvait vendre de la formation. Mais vous avez dit oui, bien sûr. Bien sûr. Et ainsi de suite. Donc j'arrive en 77, je finis par créer ma société, et je sais faire 2 choses. Je sais faire du marketing téléphonique, de la téléprospection à l'époque, et de la formation. Et je démarre avec ça. Vous démarrez tout seul? Avec une fille que j'avais formée, et on démarre tous les deux. Dans une deuxième arrière-cour, la rue de la Chaussée-d'Antin. Et puis, c'est dur le téléphone parce que le marché n'est pas encore ouvert. Puis les gens ne croient pas au téléphone. Rappelez-vous qu'il y avait très peu de lignes. En 73, à l'époque, il fallait 2 ans pour avoir une ligne téléphonique. Là, ça commençait à s'améliorer, mais ce n'était pas encore le pied. Je travaillais avec des gens soit à domicile, soit des gens que je mettais chez les clients, mais c'était des marchés ponctuels. Et en 78, fin 78, je me fais très peur. Et je me dis, il faudrait que je diversifie. Et comme j'étais capable de remettre à jour des fichiers par téléphone, je décide de créer un annuaire par téléphone que j'investis dessus. Alors, je n'ai pas l'argent. Alors, comment on fait pour lancer ou créer un projet, un annuaire sans argent? Je l'ai vendu par correspondance et j'ai fait des prix canons en souscription, ce qui m'a permis, moi, de commencer ma mise à jour. Et ensuite, j'ai fait une deuxième vague de souscription. Et résultat, quand l'annuaire est paru et que comme je payais et les textes téléphoniques et l'imprimeur avec un certain délai, j'ai monté une équipe de vente, première équipe de vente, il n'y avait que des femmes d'ailleurs, et on est allé vendre l'annuaire dans les entreprises. Pourquoi que des femmes? Ça s'est trouvé comme ça. J'en avais récupéré certaines qui étaient dans mes équipes de prospection téléphonique, je pensais qu'elles avaient le potentiel, et c'était le cas. J'ai d'ailleurs eu une femme de radio, je peux le dire, qui m'était arrivée par relation. Macha Béranger. Non, Laurence Simon. Laurence Simon, ça ne vous dit rien, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle était devenue grand reporter de France Info aux États-Unis. Voilà. Comme quoi, le télémarketing, téléprospection mène à tout. Exactement. Mais alors, elle était devenue vendeuse chez nous. Donc vous créez cet annuaire qui s'appelle comment? Qui décide. Qui décide. Et alors là, c'est le bon nom. C'est un annuaire sans publicité, le seul annuaire que j'ai connu dans ma vie, qui publie une date de mise à jour d'information.
Et là, c'est extraordinaire parce que nos fichiers sont vraiment bons, ils sont nominatifs et ils sont informatisés. Et on commence à vouloir me louer des adresses. Là encore, je ne connaissais pas le marché de location des adresses. Et je me dis, l'INSEE se loue à 30 centimes de francs à l'époque. Je dis, on vaut au moins 2 fois une adresse anonyme. Donc je vais être ça 60 centimes. Et sans le vouloir, j'écroule le marché, parce qu'à l'époque, le Compass, l'Essor, louaient leurs adresses à 3 francs 50. Et non seulement j'ai le meilleur produit, mais en plus je suis le moins cher. Donc du dumping, vous trustez le marché. Et ça se développe, ça me permet de développer. J'avais la région parisienne. L'année suivante, je vais arriver à Lyon avant le TGV, je crée une filiale à Lyon. 2 ans après, je décide de couvrir toute la France. Et d'un annuaire qui au départ faisait 10 000 adresses, je finis par avoir 120 000 adresses. Comme en plus, au moment de la remise à jour, je fais des grosses campagnes de mailing pour faire une partie de la mise à jour par écrit, je commence à me faire connaître. Imaginez quand vous écrivez à 120 000 entreprises, et je fais de la publicité pour moi-même. Et donc, on grossit. Pour vous donner une idée, on a fait 500 000 francs la première année en 77. En 88, je fais 52 millions de chiffre d'affaires. C'est pas mal aussi. En ayant créé quelques autres choses avec. En fait, chaque fois que j'ai une idée, j'ai cherché à monter une société. Il y a des fois, la mère porteuse n'était pas la bonne. Il y a des fois, j'ai pu m'occuper du projet. C'est bien allé. Alors ça, c'est important quand même à dire pour nos auditeurs. Oui. Quand on est entrepreneur, il y a des projets qui marchent, il y a des entreprises qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais il ne faut pas se décourager. Exactement. Il faut accepter de ne pas aller au bout parce qu'on n'a pas réuni tous les ingrédients qui font que ça marche. Alors, qu'est-ce que vous avez justement retiré comme expérience de ça ? Qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas justement dans les entreprises ? Et quand ça n'a pas marché, pourquoi ? Quand ça a marché, pourquoi ? Alors, chaque fois que ça n'a pas marché, c'est que je m'étais trompé sur la personne qui devait manager le projet. J'ai rencontré rarement des personnes qui, étant salariés ailleurs ou chez moi, qui étaient de vrais entrepreneurs. Ce sont des gens qui intellectuellement avaient envie de faire, mais n'avaient pas la capacité, surtout quand c'est une création ex nihilo, de se transcender pour faire. Ils étaient trop attachés à un certain confort, au secrétaire, au budget, et non pas au projet. Vous avez pu voir cette mentalité évoluer, le développement justement de profils plus entrepreneuriaux avec le temps ? Chez les jeunes, oui. Maintenant, il y a de vrais entrepreneurs qui arrivent, il y en a de plus en plus, parce qu'en fait, ils sont de plus en plus rebelles et ils n'ont pas envie d'aller dans les entreprises. J'en connais un actuellement qui fait un malheur, vous voyez, sur les marchés à la Défense, dans les boutiques de la Défense, des boutiques de Noël, et il a inventé des coques pour smartphone et pour iPad. Et il a fait le meilleur produit du marché, et il vend ça merveilleusement. Et c'est un gars que j'ai eu comme stagiaire il y a 7-8 ans. Vous l'avez formé à la vente, à tout ? À la vente et à la prospection. Mais on va vous prendre comme expert, justement... expert en vente, en prospection. C'était mon métier, c'est plus mon métier, j'ai changé maintenant. Vous savez, j'ai innové dans le marketing direct pendant une 30aine d'années. J'ai créé tout ce que j'avais envie de créer. J'ai eu la chance de toucher à tous les métiers. J'ai racheté parfois des sociétés qui faisaient des choses que je ne savais pas faire. Et je me suis beaucoup amusé. Et en 88, vous disiez, vous vendez votre groupe. Oui, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous vendez combien, d'ailleurs ? Je vends 25 millions de francs. C'est pas mal. C'est pas mal. Imaginez pour un gars qui avait démarré avec 25 000 francs qu'on lui avait prêté, c'était pas mal. Et donc je vends bien. Je suis très content. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vendre ? Quels sont les événements de la vie Je commence à fatiguer un peu, mais surtout... Vous avez quel âge à l'époque ? À l'époque, j'avais 39 ans. J'avais 39 ans quand j'ai commencé à me poser la question et j'ai vendu à 41 ans. Et en fait, il y a une chose extraordinaire. On est en 87 et je vois mes plus gros concurrents qui me proposent tous de me racheter. Et ils mettent des prix. Alors, je raconte une histoire. Denis Bradstreet, en 81, j'étais leur concurrent pour les annuaires. Elle m'avait dit combien je voulais pour l'entreprise. J'étais tout petit à l'époque. J'avais demandé 2 millions de francs. Elle me fait, Patrick, 2 millions, jamais on vous les donnera pour ça. Sans que je demande de rien, en 87, ils commencent par me dire on y mettrait bien 17 millions. Ça fait du bien, il ne faut pas savoir. Ça, je parle à tous les entrepreneurs, je vous souhaite de rencontrer ça.
Et puis il y en a d'autres qui sont venus, et les enchères sont montées, et j'ai vendu 25 millions de francs. Et alors qu'est-ce qui me pousse à vendre? Au départ, la même semaine, il y en a 2 qui me proposent de me racheter. Et j'ai une copine de psychologue avec laquelle je discute, et je lui dis ce que j'avais entendu dire, mais qui n'était pas moi, parce que je pensais, mais là je répète un truc qui n'était pas moi. Je dis, c'est mon bébé quand même que je vends. Elle me dit, pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui te reste à te prouver avec ta boîte. Et je suis seul tout le week-end. Et je me dis, qu'est-ce qu'il me reste à me prouver avec la boîte? Et j'en arrive à 2 choses. Un, j'avais rêvé un jour de parler, j'ai fait beaucoup de conférences, de parler dans la grande salle du Palais des Congrès, là, vous savez, qui fait 3000 places. Et ça, j'aurais aimé faire, j'ai pas fait. Et puis, j'ai fait toutes les télés, sauf Antenne 2. Oh, est-ce que ça vaut la peine de garder une boîte pour ça? J'ai dit non, j'y arriverai bien quand même. Et le lundi, je ne vendais plus mon bébé, je vendais une entreprise. Et ça a tout changé. Décision rapide, quand même. Oui, mais parce qu'en fait, la question avait été pertinente. Alors, le lundi, donc la question a changé, vous vendez. Qu'est-ce qui se produit? J'en parle à mes associés. Je vends pas, je parle à mes associés. On commence la négo. On est en septembre 87. La vente s'est faite en juin 88. Or, en même temps, il faut continuer à développer la boîte. Il faut continuer à faire comme si tout allait bien. Il y a des bruits qui se répandent sur le marché. Il faut rassurer les équipes. Et il faut continuer parce que des fois que la vente ne se ferait pas, il ne s'agit pas de se faire bouffer les parts de marché. Donc c'est terrible, mentalement et physiquement. Il ne faut pas se déconcentrer. En plus, 6 mois auparavant, on avait fêté les 10 ans d'entreprise. On avait fait une fête énorme, tellement c'était merveilleux. 10 ans après, se dire j'existe encore. C'est toujours un challenge pour tous les entrepreneurs que nous sommes et que sont nos auditeurs. Voilà, donc c'est la première partie. Je les accompagne un peu, puis après ça, je me mets dans un projet dans lequel j'aurais pas dû mettre les pieds, j'aurais dû prendre 3 ans de vacances, donc j'ai perdu des sous. Et en 93, j'ai failli racheter le groupe qui m'avait racheté, qui entre-temps avait eu des soucis. Et je vois qu'en voulant le racheter, que ma marque n'a pas été redéposée. Pour eux, ce n'était pas une marque, ils l'avaient mise à la poubelle. Vous redéposez Je votre redépose ma propre marque, je récupère mes anciens locaux et je redémarre mon même métier dans mes anciens locaux. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store. Turned around and smiled at me. You get the picture? Yes, we see. That's when I felt for Leader of the pack. my folks were always putting him down. They said he came from the wrong side of town. They told me he was bad. Pourquoi vous vendez? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie vraiment à ce moment-là? Il y a des changements profonds qui se passent dans ma vie. En 86, alors qu'on est en pleine boule, on est en plein boule, je décide d'arrêter de fumer pour faire plaisir à ma femme. Et puis, j'étais un très très beau fumeur. Et 15 jours après, nous prenons la décision de divorcer. Donc ça servait à rien finalement. Mais je n'ai jamais refumé depuis. Donc j'ai au moins arrêté de fumer. Et de fil en aiguille, eh bien, l'arrêt du tabac se passe à peu près bien, à part que je perds le sommeil. 2 mois après, c'est mon père qui meurt. Et j'ai été chamboulé, ça a modifié, alors qu'on était plein de projets de tous les côtés, il fallait que je fasse face, et j'avais moins d'énergie pour faire face. Comme la boîte m'a senti un peu plus faible, comme par hasard, il y a des problèmes qui se sont soulevés. Et j'ai eu tout d'un coup la sensation de nourrir les gens de mon énergie. Et quand j'envoyais plus d'énergie, eh ben, il n'y avait plus d'énergie en retour. Ça m'a fait aussi penser à un conte, je ne sais plus de qui il est, je ne sais plus s'il est de Grimm ou d'Edgar Poe, qui est L'homme à la cervelle d'or. D'Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, ah ben voilà. D'Alphonse Daudet, L'homme à la cervelle d'or, ça me faisait penser à ça. C'est je donnais, mais à un moment donné, j'avais plus le retour. Donc c'était plus dur de management, alors que j'avais un management qui est très, très charismatique.
où je faisais travailler, j'ai démarré beaucoup de jeunes qui maintenant sont directeurs généraux, sont directeurs commerciaux, et pour lesquels c'était une première expérience, et c'était magnifique de travailler avec des jeunes. J'ai toujours apprécié cela. J'avais des anciens pour bien border au niveau technique, mais travailler avec des jeunes, c'était merveilleux. Et là, tout d'un coup, ça fonctionnait moins. Mais en fait, parce que j'avais commencé à changer. Et c'est vrai que la société me demandant de plus en plus d'énergie, j'avais du mal à faire face, d'autant plus que j'étais moins payé en retour, d'une certaine manière. Donc vous décidez, finalement, ça se passe bien, vous vendez, Je et vends. finalement, ça Et- se présente plutôt bien. Et ça se présente plutôt bien. Alors, pendant 6 mois, je continue à diriger ma boîte pour terminer l'AD. D'ailleurs, on l'a fini vraiment très bien. Mais en même temps, je vois ce que c'est qu'un repreneur. Un repreneur, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui, parce qu'il a plus d'argent que vous, se croit plus intelligent que vous. Et toujours avec des gens qui ont fait beaucoup de grandes études, qui sont forts en organisation, ils dépaissent mon groupe pour l'intégrer dans le leur et ils cassent une mécanique qui tournait bien, qui rapportait beaucoup d'argent. Ah, c'est vrai que sur le papier, c'est bien, au lieu d'avoir 2 sociétés qui font des bases de données et des annuaires, de plus n'en avoir qu'une. Mais c'est pareil pour le téléphone, ils me demandent de fusionner 2 sociétés de marketing téléphonique. Alors là encore, ça s'est pas trop mal passé parce que je me suis pas mal impliqué et qu'une partie de mes équipes était avec moi. Mais pour l'informatique, alors qu'on avait beaucoup d'avance au niveau de la gestion de bases de données, sous prétexte de normalisation, les gars nous ont fait régresser de 5 ans. Mais c'était eux les patrons, c'était eux les patrons. Enfin, je les accompagne pendant 2 ans, je gère la filiale téléphone, qui sera revendue 2 ans après, et au moment de la revente, je leur dis, j'ai plus rien à faire avec vous, je pars. Et là, j'étais rentré dans une affaire, j'avais mis quelques billes dans une opération, il s'agissait de créer un grand centre de séminaire, et puis j'ai perdu beaucoup d'argent parce que c'était pas mon métier, que j'avais laissé d'autres décider à ma place, et que j'aurais pas dû le faire. Et donc après, ça vous donne quelles envies Envie en termes de projet, de réalisation personnelle vous passez par quoi? Eh bien, je me dis, les temps sont un peu plus durs parce qu'on est après la guerre du Koweït. Et je me dis, il ne faut pas que je fasse des choses nouvelles, il faut que je refasse ce que je sais faire. Et c'est là où je veux racheter mon repreneur, ça ne marche pas. Et je décide de créer une boîte de marketing direct et je récupère mon nom et je récupère mon adresse. Et c'est merveilleux parce que c'est comme si je n'étais jamais parti pour un certain nombre de sociétés. Alors le groupe qui m'avait racheté avait déposé le bilan, ils sont rachetés pour X fois d'ailleurs, et on se retrouve concurrents. Voilà. On se retrouve concurrents. Alors pour aller plus vite, je récupère comme associé un certain nombre de mes anciens salariés, mais qui s'étaient un peu pollués dans le groupe dans lequel ils étaient. C'était plus les petits jeunes qui étaient pleins de bonne volonté. Alors les anciens, ça allait très bien. Mais les petits jeunes s'étaient un peu pris la tête. On crée 2 sociétés, une société de fichiers, une société d'informatique, et puis ça redémarre pas mal. Et moi, je remonte une équipe de vente avec des jeunes que j'embauche, et là, je découvre un truc terrible pour moi. C'est que mon charisme n'opère plus. Alors, comment avant, j'étais le grand frère, les mecs, ils étaient prêts à grimper au mur, tout allait bien, avec les filles, ça se passait très bien aussi. Là, que ce soit les garçons ou filles, mon message ne passe plus. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'analyse et j'en arrive à un truc terrible. J'ai 45 ans. On est donc Ça veut dire quoi? Ça veut j'ai dire 45 vieux? ans, Ça veut j'ai dire quoi? 45 ans, j'ai des jeunes qui ont 25 ans, et là je ne suis plus le grand frère, j'ai l'âge du papa. Et le papa, on n'écoute pas ce qu'il dit. Et je me rends compte que je suis obligé de refaire mes preuves par rapport à mes équipes, c'est-à-dire redevenir vendeur avec eux, pour être crédible. Et c'était une grande leçon. Donc vous vous remettez au travail. Je me remets La vente à en direct. à la vente avec eux. Bon, vous leur Je montrez me mets au qui milieu sert à d'eux. houle, comme dirait Audiard. Exactement. Et à ce moment-là, le respect revient. On n'a pas le même rapport que j'ai pu avoir avec mes autres équipes avant à cause de l'écart d'âge, mais le message se remet à passer. Et ils acceptent parce que je leur prouve tous les jours que ce que je dis, je le mets en pratique, et quand je le mets en pratique, je vends. Alors vous continuez donc cette société pendant combien de temps encore? Alors, jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. Jusqu'en 2005. Mais en même temps, bon, alors je développe, je rachète.
je rachète des petites sociétés que je bonifie avec l'expérience que j'ai acquise. On fait de très belles opérations. Et en 2000, je crois, ou en 2000 ou 2001, je veux racheter une société qui est assez importante, qui fait 15 millions de francs. Et j'avais en tête un directeur général qui était un des anciens de mes équipes, mais que je voulais récupérer de l'extérieur. Et j'avais quasiment fini ma négo, et le gars me dit non, je ne viendrai pas avec toi. Et là, j'ai su que je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin, parce qu'en croissance externe, il fait qu'on arrive au moins à 50 millions de francs. Et j'ai su que j'étais condamné à être vendu. En même temps, il se trouve que, un peu par hasard, mais on dit aussi que le hasard, c'est donc prendre Dieu quand il veut rester anonyme, je m'étais intéressé à beaucoup d'autres choses. Et quoi, quelle chose? Bien, je m'étais intéressé beaucoup à ma femme. À ma femme qui est chanteuse, qui est également écrivain, qui faisait des articles dans la presse et qui avait sorti des livres de développement personnel. Et elle avait interviewé un certain nombre de personnes comme Jodorowsky, comme Jacques Salomé. Et ensuite, elle avait monté des conférences de présentation. Et ça permettait dans les librairies de faire vendre des livres. Et il y avait toujours 1, 2, 3 personnes interviewées qui étaient là. Que vous rencontrez. Et que je rencontre et je les écoute. Le samedi, quand je ne travaille pas, je vais les voir. Et je deviens copain avec un certain nombre de ces personnes. Et un jour, moi qui faisais des conférences dans toute la France, j'ai fait jusqu'à 80 conférences par an sur le marketing direct, je me dis, mais pourquoi je ne suis pas en train de parler avec eux? Et ça me traverse l'esprit, vous savez, c'est l'intuition qui me traverse l'esprit. Et en même temps, j'ai la petite voix qui me dit, ah, qu'est-ce que tu as à raconter? Mais ça me travaille, le soir j'en parle à ma femme, elle me dit, ah mon cher, il serait bien si on parlait ensemble, ça nous permettrait de faire quelque chose en commun, parce qu'on vivait dans des mondes parallèles. Et je me dis, bon c'est bien, mais qu'est-ce que je vais raconter? Alors oui, justement. Alors je réfléchis, je me dis, je ne vais pas compiler des bouquins, et dans mon expérience personnelle, qu'est-ce que je peux raconter en développement personnel qui puisse aider les gens? Et je me rends compte que la seule chose que j'ai racontée, c'est ma rencontre avec mes dons. Alors c'est quoi ça? Quel don vous avez? J'ai plein de dons. J'ai plein de dons, comme vous en avez tous, plein. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Moi, ils se sont révélés au fur et à mesure. En fait, les dons, on les a, on s'en sert, mais on ne sait pas que c'est des dons, parce que c'est tellement facile qu'on ne croit pas que ce soit des dons. Et on est persuadé que tout le monde les a. Et puis, petit à petit, on se rend compte que les gens ne les ont pas. Alors comment on trouve ses propres dons? Eh bien, c'était le but de ma conférence, c'était apprendre aux gens à trouver leurs dons. Et comment on trouve ces dons? Je vais vous dire, il faut trouver des personnes qui vous aiment bien, qui vous connaissent bien, et vous leur posez une question. Quelles sont les choses que tu me vois faire et que tu aimerais faire et que tu n'arrives pas à faire? Ça, c'est la question de base. Par exemple, je veux dire, mon premier don, c'est un don que j'avais. Il m'a servi toute ma jeunesse. Quand je faisais des bêtises à l'école, et j'en faisais beaucoup parce que j'étais un garçon agité, je me retrouvais dans le bureau du proviseur. Et le proviseur disait, Vizier, tu vas rédiger un rapport sur ce qui s'est passé. Et je savais qu'il demandait un rapport au surveillant ou au prof avec lequel j'avais eu un problème. Et au moment où j'ai rédigé mon rapport, je rentrais dans la tête du prof ou du surveillant et je savais ce qu'il allait écrire. Et moi, j'écrivais de manière à minimiser ma faute. Et ça m'a sauvé la tête pendant 6 ans. Parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Oui. Comment ça, vous rentrez dans la tête des gens? Je pensais que n'importe qui pouvait le faire. Je savais ce qu'il allait écrire. Et par la suite... C'est de l'intuition? C'est quoi? On va dire, c'est une... Alors, intuition, médiumnité, j'ai toujours peur de mettre des mots sur ce genre de choses. Je savais. Quand on sait, en principe, c'est intuition. Je savais ce qu'il allait écrire. J'écrivais, je savais ce que l'autre écrivait. Or, par la suite, je me suis rendu compte que ce don, chaque fois que j'avais des soucis, je pouvais m'en servir. Je rentrais dans la tête de la personne qui me posait des problèmes et je savais comment calmer les choses. Et un jour, j'ai une de mes copines
qui m'a vu faire. Je préparais une réunion très importante. C'est au moment où j'étais en train de créer ma première société. Et il fallait que je décide un client de venir avec moi. Et je savais toutes les objections qu'il allait me faire. Elle m'a vu. Et j'ai fait le dialogue des deux. Et elle m'a regardé bizarrement. Elle m'a dit... Il se passe un truc. Qu'est-ce qui se passe là? Je fais n'importe qui sait faire ça, toi, tu sais faire ça? Elle m'a regardé et m'a fait non, je ne sais pas faire. Je me suis dit, bon, elle est amoureuse, elle dit ça. Mais ça m'a alerté. Et je me suis mis à tester. Parce que bien souvent, quand j'étais en clientèle, par exemple en tant que vendeur, je savais plein de choses sur certains sujets, je m'entendais dire des choses sur des sujets que je ne connaissais pas du tout. Et les autres en face de moi disaient oui, oui, oui. Et j'ai compris qu'en fait, j'allais chercher des informations qui étaient à la limite de la conscience dans leur tête et que ça m'aidait à vendre. Alors si tout le monde a ça, on Non, peut non. développer ça Qu'est-ce que... Non, ça, c'est une question d'empathie. C'est une forme d'empathie particulière. Mais c'était mon premier don. Et après ça, je suis devenu beaucoup plus attentif à moi. Et petit à petit, j'ai trouvé d'autres dons, certains que j'utilisais déjà, par exemple la parole. Alors, je suis naturellement un garçon très timide. J'ai passé ma vie à parler, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans la vente, que ce soit dans les conférences. Et au contraire, je n'ai jamais le trac avant de faire une conférence. Je vis une certaine excitation et je suis très heureux de ce que je vais faire et de ce que je vais transmettre. Et puis, j'ai découvert d'autres dons. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup plus de dons qu'on ne le pense et que plus on s'en sert, plus on élargit le canal. Et je fais cette conférence sur les dons, et elle marche très bien. Elle marche très bien, c'est même extraordinaire, à tel point que je me dis, il faudrait que je monte un stage pour aider les gens à trouver leurs dons. Et dans les embouteillages, le matin, tout en continuant à aller travailler pour diriger mes boîtes de marketing direct, je commence à monter mon stage. Et on refait une conférence, et un des conférenciers vient dîner à la maison avec sa femme. C'est un médecin énergéticien. On est en train de préparer l'apéro dans la cuisine, tous les deux. On discute, il me dit, j'ai acheté une machine extraordinaire, une machine médicale, de diagnostic médical qui était dans la station spatiale Mir et qui permettait des diagnostics médicaux. C'est extraordinaire. Alors lui, c'est un grand enthousiaste. Moi, à la limite, je suis très en retrait par rapport à son enthousiasme à lui. Et je l'écoute. Et au bout d'une heure, je dis, tu crois qu'on serait capable d'aller voir ce qu'il y a dans la tête des gens avec ça? Il réfléchit, il me dit, je crois. Et on en parle toute la soirée et une partie de la nuit. Et le lendemain matin, je me réveille, et alors là, il y a quelque chose de particulier. Non seulement je repense à ce qu'on a dit, mais l'envie est descendue dans le ventre. Et quand l'envie est dans le ventre, je me connais, c'est que je vais réaliser. Il faut y aller. C'est qu'il faut que je réalise. Parce que mon plus grand don, voyez-vous, c'est faire que les choses existent. Chaque fois que j'ai eu envie que les choses existent, elles ont existé. Vous avez créé ce en quoi vous croyiez. Complètement. Et donc, on a commencé à beaucoup plus se voir qu'on ne se voyait. On a regardé ce qu'on pouvait faire avec ce matériel, on a discuté avec les gens, ce n'était pas possible, il y avait plein de difficultés. À ce moment-là, un physicien qui n'était plus en France, que l'on connaissait, s'est retrouvé sur notre route. On lui expliquait ce qu'on voulait, il nous a dit « ouais, il y en a pour 6 mois ». J'ai trouvé l'informaticien qu'il fallait, on a trouvé d'autres énergéticiens, et puis on a pris des psychologues, et on a fini par construire la machine dont j'avais rêvé. Alors, c'est quoi le principe de cette machine? Machine qui existe. Qui existe depuis fin 2004. Et qui s'appelle maintenant? Qui s'appelle ByBiflow. Alors, continuez cette histoire, justement, et Alors, on verra. On rentrera dans ByBiflow après. Mais... Le principe de base, qu'est-ce que c'est cette machine? On travaille sur la bioconductivité, ou si vous préférez, la résistivité du corps humain. C'est-à-dire, quand on fait passer un courant sur le corps, le courant va rencontrer une certaine résistance. Le corps va générer une résistance. On appelle ça la résistivité. Et ça va faire que le courant va passer plus ou moins vite sur le corps. Vous connaissez tout ça, vous avez des balances impédance-métrie, vous mettez les pieds dessus sur 2 plaques métalliques, et ça vous dit que vous pesez tant, que vous avez tant de masse grasse, tant de masse maigre, tant de masse osseuse, tant de masse musculaire. Ben ça, c'est impédance-métrie. On a envoyé un courant, et le courant est passé plus ou moins vite en fonction de la dureté des tissus, qui ont émis une certaine résistance, et en fonction de votre taille et de votre poids, ils ont recalculé quelles étaient les masses.
par corrélation. Et alors, que fait votre machine au début, maintenant, et Ben, comment ça se construit? La machine, elle envoie un courant sur le corps à travers 6 électrodes. Le courant n'est pas linéaire, il se disperse sur le corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des algorithmes qui permettent de recalculer la dispersion du courant sur des zones précises du corps. C'est-à-dire qu'en envoyant le courant, on va mesurer 180 zones du corps et savoir si sur chacune de ces zones, le courant est passé plus vite, s'il est passé plus lentement ou s'il est passé selon les critères de normalité. Alors, mais comment on connaît ses propres critères de normalité? Alors, les critères de normalité ont été établis par des scientifiques. La résistivité normale du corps humain, c'est 100 kOhm, plus ou moins 20. C'est-à-dire entre 80 et 120 kOhm. Or, la résistivité du corps humain va de 2 kOhm à 1000 kOhm. 1000 kOhm, il n'y a plus rien qui passe, vous êtes mort. Et 0? 0, ça ne peut pas exister parce que déjà 2 kOhm, vous seriez dans un tel état, vous seriez bourré d'acide, vous auriez mal partout, vous auriez la peau qui se fendrait, enfin, vous pourriez à peine vous déplacer, vous auriez des douleurs dans toutes les articulations, ce serait l'horreur. Parce que entre 2 et 100 kOhm, votre pH est acide. Et entre 100 et 1000 kOhm, votre pH est basique. À partir de là, ça apporte plein d'informations. Alors, c'est-à-dire, ça permet de savoir quoi? Sur 180 zones, rappelez-vous que la médecine énergétique sait faire parler les zones du corps. Alors, c'est quoi? Quelle est l'origine de la médecine énergétique? C'est les Chinois? C'est quoi? Ça on vient va, d'où? on va commencer par les Chinois. Je pense qu'elle a toujours existé, mais elle a été codifiée par les Chinois d'abord. Et il y a combien de temps? Il y a 50 siècles de cela, à peu près. Donc, c'est pas de maintenant. Voilà. C'est un Et savoir on ancestral. continue à l'utiliser. Chez les hindous, la médecine ayurvédique a à peu près 30 siècles. C'est toujours un savoir ancestral. Et puis, il y a d'autres médecines qui sont développées avec le temps, mais qui sont beaucoup plus proches du corps. Ce sont des médecines qui ne sont pas symptomatiques, mais des médecines qui sont beaucoup plus holistiques. Et qui ont cherché à comprendre comment fonctionnait l'individu, comme un être complet et non pas comme un morceau. C'est-à-dire qu'on va voir à la fois le physique, le mental et l'émotionnel. Mais je ne fais pas du tout de médecine, je ne m'occupe que de bien-être. Je suis parti simplement de ces bases pour pouvoir aller vers mon objectif. Alors, quel était cet objectif? Vous Mon cherchiez objectif, quoi, c'était, je voulais précisément? comprendre ce qui se passait dans la tête des gens, éventuellement trouver leur don. Pourquoi trouver leur nom? Pour les aider à être eux. Alors pourquoi trouver leur don? Pour Ça, c'est être une autre eux, pour être réflexion. heureux, pour être quoi? Je crois que quand on est soi, on est heureux. Ça regroupe autre chose. Dans les années 70, ou début 70, j'ai lu un jour une phrase de Fichte, philosophe allemand du XIXe siècle, qui disait « Le moi se pose en s'opposant au non-moi ». Et je vais trouver ça très beau, très percutant, et puis au bout de 2 ans, je me suis dit « C'est bien gentil, mais dans certains cas, le moi se pose en imitant le non-moi ». Et là, j'ai compris que j'avais les clés de la formation de la personnalité. Il y avait plein d'autres qui avaient compris avant moi. Qu'on retrouve en psychologie. Mais, ou en exactement. psychanalyse. Mais je me suis passionné pour la psychologie. Hein. Je vous ai dit, j'ai 2 passions, le marketing et la psychologie. Et c'est pas parce que je suis allé beaucoup à l'école que je n'ai pas étudié. Et donc, je me suis passionné pour ça et ça m'allait très bien. Je voyais comment se formait la personnalité des gens à travers l'imitation ou l'opposition. Et puis, bien plus tard, un jour, je me suis dit, mais c'est bête ce que je dis, parce que dans un cas comme dans l'autre, le non-moi est le référent. À quel moment suis-je moi? Alors j'ai posé la question à des gens autour de moi, ils ne savaient pas répondre. J'ai dit, mais tu es toi quand? Ils ne savaient pas répondre. Ils essayaient de m'expliquer, mais ce n'était pas satisfaisant. Et j'ai rencontré plein de gens. Mais ça ne m'allait pas. Alors je suis revenu vers moi. Et je me suis dit, quand est-ce que je suis moi? Et la première réponse qui m'est venue, c'est quand j'exerce mes dons. Parce que, et vous voyez, c'est là où ça se recoupait, quand j'exerce mon don, je suis profondément moi-même. Ce don, je suis né avec. On ne me l'a pas donné. Et quand je suis dans mon don, je suis moi. Et d'ailleurs, j'ai satisfaction très particulière. Puis alors, je suis allé un peu plus loin. Je me suis rendu compte qu'on pouvait être soi quand on vit une expérience spirituelle. C'est-à-dire? L'expérience spirituelle, ça peut être la méditation, par exemple. Vous vous mettez à méditer, justement, à l'époque? Vous faites quoi? J'ai la chance, dans certains cas, de méditer naturellement. C'est
Je me mets dans un état naturellement, dans un état second, je suis très bien. C'est quoi? Comment on s'y met? Ou qu'est-ce qui se produit concrètement? On n'est plus là et on est profondément là. On est distancié. On est distancié et puis on laisse filer les pensées. Et puis de temps en temps, on focalise sur une et elle s'épanouit comme une fleur. On est soi également à travers les expériences privilégiées, vous savez, dont on parlait en philosophie, les expériences uniques. Le premier baiser que vous donnez à une fille, c'est une expérience unique. Les apax existentiels, les Complètement. expériences. Exactement. Et donc, je me suis rendu compte qu'on était soit à différents moments, mais que plein de gens ne conscientisaient pas à quel moment ils étaient eux et ils n'étaient pas eux. Au contraire, l'éducation est profondément normalisante et elle vous colle une sorte d'œil dans la tête. Moi, je reviens toujours à Victor Hugo dans La légende des siècles, et l'œil était dans la tombe et regardez qu'un, et vous avez cet œil dans la tête qui vient constamment vous juger et vous guider, vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça donne les drivers de l'analyse transactionnelle. Voilà. Et donc, ça vous conduit à rechercher, à créer des algorithmes, à créer cette machine. Un outil qui permettra de voir comment fonctionne un individu, essayer de l'aider à mieux être. Et alors, oui, allez-y. Au lieu de prendre une seule grille, parce que chaque psychologue disait c'est faut telle grille, nous on décide de prendre les grilles, un certain nombre de grilles qui nous plaisent et qu'on est capable de programmer. Et on rentre différentes grilles dans le système. Et après ça, une fois qu'on les a toutes rentrées, on se dit bon c'est bien. On vérifie qu'elles ne racontent pas de bêtises, on se teste contre des tests déclaratifs. Mais je me rends compte qu'il faut apprendre à créer des passerelles entre les différentes grilles. Et là, j'ai mis des années, j'ai mesuré des milliers de personnes. Pour être plus disponible, en 2005, je vends ma société. Enfin, la moitié du groupe de marketing direct que j'avais monté. Comme par hasard, une fois de plus, l'acheteur est arrivé au moment où il fallait que je vende. Le hasard fait bien les choses, souvent. Je suis bien d'accord. Et puis, on pourrait aussi parler de l'attracteur étrange. Allez-y, justement. L'attracteur étrange, c'est encore autre chose. C'est quand on rencontre ce pour quoi on était fait. Et moi, tout d'un coup, j'étais arrivé au bout du marketing direct. Et ce métier-là, que je ne connaissais pas, pour lequel je n'étais pas légitime au départ, je me suis mis à le faire. Et à le faire spontanément et de mieux en mieux. Et en découvrir des règles spécifiques, puisque personne ne l'avait fait avant moi. Et après ça, pour les enseigner aux autres. Et ça, c'était vous? C'est profondément moi. Alors, c'est quoi justement? Comment ça se passe? Comment on mesure donc l'individu? Qu'est-ce qu'on mesure? Qu'est-ce qu'on a en retour? On a tout un rapport qui est on a 6 électrodes au édité. départ. On a 6 électrodes qui sont sous les pieds, sous les mains, sur la tête. Cette mesure, on a fait une mesure biophysique de résistivité du corps au passage du courant sur les 180 zones. On envoie cette mesure sur nos serveurs et en fonction de l'application que l'on va utiliser, on va décoder un certain nombre de critères. Ça peut être des critères qui vont être liés, par exemple, aux 3 cerveaux, reptilien, limbique, néocortex, ce qui nous donne votre état mental et émotionnel du moment. On va en plus avoir l'état physique à travers notre mesure. Et puis on peut mesurer le stress, l'anxiété, la forme physique et mentale, on l'a déjà vu. On va pouvoir mesurer vos rapports à l'intelligence émotionnelle. On va pouvoir mesurer, si vous êtes un sportif de haut niveau, dans quel état mental vous êtes par rapport à la compétition. Avec quel type de critères justement sont analysés de manière très concrète? Concrète, par exemple, le niveau de stress, savoir si c'est le stress positif ou le stress négatif, si c'est un stress situationnel, et quelle réponse vous donnez au stress. Réponse au stress, ça peut être l'inhibition, la fuite ou la lutte. Si on analyse l'anxiété, on va parler d'anxiété situationnelle, si on s'imagine les choses négatives qui pourraient virtuellement nous arriver, ou au contraire, l'anxiété somatique, la manière dont notre corps réagit à l'anxiété.
L'anxiété chronique, l'anxiété répétitive, qui est une faculté qu'on n'a pas hérité génétiquement, mais qu'on a hérité de notre éducation. Et puis vous avez également l'anxiété cognitive qui est liée à la peur de l'échec, à la peur du regard qu'on peut poser sur nous, de ce qu'on va dire de nous, au risque de perdre l'estime de soi. Les gens très affectifs qui ont beaucoup besoin du regard de l'autre sont très sensibles à l'anxiété cognitive, par exemple. Donc on a un diagnostic sur cette anxiété et sur d'autres critères qu'on pourra voir juste après. Et on a aussi un pronostic. On a quelque chose pour lutter contre ou des voies d'amélioration. On a des préconisations en fonction de cet état et des zones du corps qui sont impactées. On va pouvoir vous donner un certain nombre de conseils qui peuvent être liés à l'alimentation, qui vont être liés également aux médecines douces comme les huiles essentielles, comme les fleurs de bac, ou les élixirs floraux, qui vont être liés également à l'activité. Est-ce que vous avez besoin de faire plus de sport, d'aller dans l'eau, d'éliminer dans la chaleur, de travailler votre souplesse ou travailler votre respiration? Et si vous allez dans un spa, ou dans une thalasso, quels sont les soins qui vous seraient le mieux adaptés? Donc un instrument de diagnostic global pour ce qui est bon pour de bien-être. Notre corps, notre esprit, la manière dont on est programmé émotivement ou émotionnellement par notre éducation, par nos gènes, etc. Les gènes, non, j'en parle pas des gènes. Moi, j'essaye de voir comment vous fonctionnez et voir qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses. Il est clair, par exemple, si vous êtes un grand excité, très émotif, mais avec trop d'énergie, la première chose qu'on va regarder, c'est votre alimentation. Il va falloir que vous vous calmiez parce que vous êtes manifestement trop yang, si je reprends l'exemple de la médecine chinoise. Vous êtes plein de feu, il va falloir calmer ce feu. Et pour calmer ce feu, il faut enlever les graisses, il faut enlever les épices, il faut enlever les acides, de manière à ce que ce feu se ralentisse. Et on va voir comme par hasard que l'émotivité va baisser. Si en plus on vous apprend à bien respirer et à faire quelques exercices de relaxation, tout d'un coup, vous allez apprendre à mieux maîtriser ce stress qui vous handicape. Alors vous allez encore plus loin d'ailleurs, et vous avez développé un module spécial pour les entrepreneurs où ils peuvent finalement voir leur état pour voir si c'est le bon moment de lancer des projets, quelle est leur combativité, quelle est leur capacité de leadership, de réseau, de force, de réénergie qui va leur permettre d'aller plus loin. Toute ma vie, j'ai reçu des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs existants parce que je trouvais ça normal d'être solidaire avec des entrepreneurs. Et la petite expérience que j'avais acquise me permettait de les aider. Il se trouve que depuis quelques années, je fais le salon de la micro-entreprise et j'ai monté un petit outil qui permet de tester les entrepreneurs. Et cet outil s'est révélé beaucoup plus pertinent encore que je ne le pensais. Je l'ai encore amélioré et je me suis rendu compte que certaines personnes qui pensent entreprendre ne devraient pas entreprendre, au moins dans le moment où ils veulent entreprendre. Il est clair que quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de son entreprise précédente n'est pas dans un état mental correct pour entreprendre. Il a besoin d'abord d'être coaché pour faire son deuil. Ensuite, on peut repérer, en fonction, je vous parlais tout à l'heure des 3 cerveaux, de l'excitation cérébrale de l'individu. Je suis capable de dire, allez, 97-98% des cas, je tombe juste. Si la personne est dans le compte d'exploitation, ou si elle est, au contraire, dans la création du projet. Quand elle est dans la création du projet, je vous garantis que le néocortex est enflammé. Les idées fusent. Elle est dans pleine créativité. Quand elle est rentrée dans le compte d'exploitation et les prévisions de vente, elle rentre dans le reptilien parce qu'il y a la peur qui vient avec. À côté du désir d'entreprendre, on parlait tout à l'heure de cette énergie qui est dans le ventre, il y a le centre de la peur. Et les deux vont de pair. J'ai envie de faire, en même temps j'ai peur de faire. Et moi j'ai vécu terriblement dans les premières entreprises que j'ai créées. Jusqu'au jour où j'ai appris à calmer ma peur, à laisser aller mon envie. Alors comment on fait ça pour laisser aller cette envie et calmer cette peur? Il faut déjà apprendre à bien respirer et apprendre à affronter ses peurs. Les peurs sont comme des obstacles obligés
savoir les regarder, savoir comprendre d'où elles viennent et les accepter. Faut qu'elles soient intéressantes parce qu'elles vous rendent plus vigilants. Ce sont des indicateurs. Ce sont des indicateurs, mais en même temps, si la peur vous submerge, il ne faut pas entreprendre. Parce que sinon, vous allez vivre des choses terribles et vous risquez de vous rendre malade. Il faut que l'envie soit supérieure à la peur. Et c'est comme ça qu'on entreprend. Alors Patrick Vizier, votre instrument, votre machine qui s'appelle Babyflow, donc ça permet aussi pour donc l'entrepreneur de travailler sur certains critères. C'est quoi ces critères? C'est quoi Ça lui permet de savoir déjà où est-ce qu'il en est par rapport à lui-même. La première chose que je regarde toujours sont les 3 cerveaux, reptilien, limbique, néocortex. Il est clair que ça vous donne tout de suite une idée de l'état de la personne à un moment donné et de ses tendances comportementales. Ensuite, son mode de communication. Son mode de communication est important. Vous avez des gens qui vont être profondément affectifs en communication. Alors, il y a souvent, dans les couples jungiens, il y a souvent 2 critères qui dominent. Par exemple, on peut être affectif conceptuel, on peut être affectif rationnel, on peut être conceptuel actif ou rationnel inactif. Au plus on va analyser, au moins on peut être non rationnel inactif. Rationnel inactif. Ou non rationnel et inactif. Non. Bon. Non, le rationnel bloque c'est l'action, rassurant. dans certains cas. Ça vous donne l'âne de Buridan. Ensuite, il va y avoir le mode d'action sur l'environnement. Est-ce qu'on est dans la reproduction? Est-ce qu'on est dans l'adaptation, dans l'innovation, dans la transformation? On va regarder son besoin de liberté et de sécurité. Oui, son besoin de liberté et de sécurité. Ensuite, est-ce que c'est quelqu'un qui est plus dans le court terme ou qui se projette dans le long terme? Ça dépend du type de projet. Donc, son stress, son anxiété, et quel est son type d'anxiété? Si c'est un grand anxieux, on sait très bien qu'il y a des peurs qui vont être réveillées par le projet, et donc il va falloir l'aider à dépasser ses peurs, dans la mesure du possible. Et puis on va regarder ses motivations. Qu'est-ce qu'il y a dans quelles sont ses motivations? Entre autres, est-ce qu'il y a la niaque, cette envie de se dépasser et de dépasser les autres? Ou est-ce que ce sont des motivations qui sont plus profondément intellectuelles? Et donc par rapport à ça, ça va permettre de voir si le projet, l'entreprise qu'on est en train de monter ou qu'on a monté nous correspond. C'est pas le projet, c'est si vous êtes quelqu'un qui dispose des capacités entrepreneuriales, quels sont vos points forts, quels sont les points que vous devez travailler. Alors où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs donc cette machine Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous, oui. pour faire ces tests éventuellement? Alors, il y a un certain nombre de spécialistes qui sont équipés à Paris, en province, même quelques-uns à l'étranger. Il y a des coachs qui sont équipés avec nos outils. Nous-mêmes, nous avons 2 centres, un dans le 8e, un dans le 14e. On peut peut-être en donner les adresses? Oui, alors Babyflow, vous le trouvez 70 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e, ou sinon 24 rue Moraire dans le 14e, et notre site c'est babyflow.com. Alors comment ça s'écrit, Babyflow? BYBEFLOW.com. Très bien, on mettra ça en ligne sur notre site. Alors pour terminer justement sur cette machine, quelle philosophie il y a derrière? Qu'est-ce que vous voulez transmettre ou qu'est-ce que vous voulez révéler avec ça? Je vais vous dire, dans tout ce qu'on a fait, je me suis rendu compte que la chose la plus importante, c'est qu'on aidait les gens à être plus conscients d'eux-mêmes. On travaille sur leur conscience. On les aide à élever leur niveau de conscience personnelle, à mieux se voir, à mieux se connaître, à mieux se comprendre et à mieux s'admettre. Alors on va passer à notre dernière partie de l'émission, notre petit questionnaire de Proust revisité, questionnaire Changer le monde ou Ouvrons les consciences. Qu'est-ce qui vous fait rêver, bouger, aimer? L'envie. Qu'est-ce qui est magique pour vous? La vie est magique, la parole est magique,
Les autres sont magiques, les animaux sont magiques. C'est quoi l'autre ou les autres? C'est tout ce qui n'est pas moi et en même temps que je rencontre celui-ci ou celle-là plutôt que un autre ou une autre. Qu'est-ce que l'humanité? C'est l'ensemble des autres, y compris tous ceux que je ne rencontrerai jamais. Qu'est-ce que l'homme? J'ai failli vous répondre, c'est une créature douée de conscience, mais je suis persuadé que les animaux ont une conscience. Qu'est-ce que l'univers? C'est un ensemble infini qui est constitué à la fois de vide et de solide. Comment avez-vous concrètement changé le monde déjà? En restant vivant et en apportant ce que je pouvais apporter dans cette incarnation. Qu'est-ce que vous avez apporté justement? J'ai essayé de faire un peu plus de bien que de mal et aider les gens à réaliser les potentiels que je chantais en eux. Quelle est votre richesse? Mes dons. Qu'est-ce que vous pouvez et aimez donner grâce à ces dons? L'espoir et des solutions. L'argent, ça sert à quoi? À ne pas se poser trop de questions sur sa survie. Quels sont vos idéaux? Et qu'est-ce que vous faites pour les atteindre, pour les vivre? Je crois que mon idéal, c'est être utile. Finalement, vous voyez, au bout du temps, de la réflexion, c'est être utile. C'est essayer d'avoir servi. Pourquoi le monde est beau? Pourquoi serait-il moche? Est l'art dans votre vie? L'art, c'est une grande émotion. Il y a des émotions négatives, il y a des choses que j'aime pas, puis il y a des choses que j'adore. Des choses qui me transportent. Lesquelles? Par exemple, j'adore Bach et Pink Floyd. Ça va Et bien je peux ensemble. écouter l'un après l'autre, et pour moi, c'est la même chose. Peut-être. Quelle trace allez-vous laisser? Je n'ai pas envie d'en laisser. Je crois que vouloir laisser une trace, c'est vouloir rentrer dans un concept de survie. Je ne cherche pas à survivre, j'ai cherché à vivre. Vivre ensemble. Avec qui? Comment? Certainement une des plus grandes épreuves de la vie à tous les niveaux, parce que c'est accepter les limites que vous impose l'autre, mais en même temps, c'est également d'être transcendé par la présence de l'autre. À quoi croyez-vous? C'est une très belle question. Je crois à une certaine forme d'éternité. Faut-il croire pour changer le monde? À cette éternité, justement? Il faut en avoir envie. Vous savez, c'est... Vivre comme si l'on devait mourir demain et vivre indéfiniment, ça vous... J'ai fait les deux. De 20 à 40 ans, j'ai vécu en partant du principe, parce que je me disais que je ne pouvais pas comprendre ma vie tant que je n'aurais pas décidé ma position par rapport à la mort. Et donc, j'avais un peu plus de 20 ans. J'ai décidé qu'il n'y avait rien après la mort. Et j'ai vécu au jour le jour. Et même quand j'avais travaillé 15 heures, 16 heures, après ça, j'ai fait la fête parce qu'il fait que je vive. Des fois que je serais mort demain. Et j'ai fait la fête d'une manière... j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai fait beaucoup la fête aussi, et c'était magnifique. Et puis un jour, j'ai senti les choses autrement. L'alcool n'avait plus le même goût. D'ailleurs, j'ai arrêté de boire du whisky, j'ai arrêté de fumer. Et j'ai vécu autrement, et j'ai tout d'un coup été habité par la certitude qu'il y avait autre chose après. Et elle m'habite toujours depuis, ce qui fait que depuis l'âge de 21, 22 ans, je suis prêt à mourir. Quelles sont vos 3 idées pour, non pas mourir, mais pour vivre et changer le monde et bâtir concrètement une humanité meilleure? L'amour,
le respect et la bienveillance. Et pour conclure, Patrick Visier, votre devise? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que j'ai trouvé tellement des phrases tellement belles que j'étais amoureux des phrases, des belles devises. Allez, Et je vous trouve savez- que celle de Guillaume d'Orange est très belle. Elle dit « Rien ne sert d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Merci Patrick Visier. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, c'est pour chacun et ensemble. À vous maintenant. Then I saw her face. Now